Mesdames, Messieurs, bonjour. Je souris parce que pas mal d'entre vous étaient là hier, donc il y a un peu une continuité. Voilà, vous avez dormi ici, c'est très bien. Je salue aussi, bien entendu, toutes les personnes qui sont en ligne. Et on a donc le plaisir d'accueillir Laurent Bonnefoy. Laurent Bonnefoy, qui est un politiste, chercheur au CNRS, au CERI, tu rattaché au CERI, qui est auteur de pas mal de travaux, notamment un livre qui a eu un certain succès, même beaucoup de succès, on va dire, qui s'appelait Yémen, de l'Arabie heureuse à la guerre. C'est sorti, je crois, en 2017. Et c'est un livre passionnant et qui nous renvoie aussi à l'Arabie heureuse. Et j'aime beaucoup ce titre pour le Yémen, bien entendu, mais aussi pour la situation d'aujourd'hui, telle que le monde est en train de se faire. Il y avait je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais pas plus tard qu'hier, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, a dit de manière assez solennelle que le monde était entré dans une ère de chaos. C'est qu'un secrétaire général des Nations Unies dise ça, c'est quand même quelque chose de fort. Il ajoutait chaque jour apporte quelque chose qui est de la guerre des mots, la guerre militaire, enfin avec les éléments de violence que ça implique. Et c'est pas la première fois qu'il dit son inquiétude. Et dans ce chaos, dans ce monde qui va vers le chaos, eh bien, le Moyen-Orient, malheureusement, a sa part, et sa part est importante. Et ce qui me frappe, moi, dans tout cela, on suit cette actualité un peu assez tragique depuis quelques temps, et en accéléré depuis quelques mois. Moi, ce qui me frappe, alors c'est un peu une réflexion disons, de moraliste, mais ce qui me frappe beaucoup, même si on l'a vu à travers l'histoire, c'est cette incapacité à comprendre, à saisir la souffrance des autres, quoi. Alors, on s'intéresse pas aux autres quand on n'est pas concerné, et quand on est dans un conflit, l'absolue indifférence à la souffrance des autres. Alors, on le voit en particulier, évidemment, à Gaza, dans les deux sens d'ailleurs, sans doute, hein, mais quand même. Et là, les dernières informations que l'on a sur Gaza, c'était encore hier, elles sont extrêmement inquiétantes. On pensait peut-être qu'il y aurait une trêve, un cessez-le-feu, et en réalité, il est très possible et très probable que, en tout cas, c'est l'ordre qu'a donné Netanyahou à son armée, d'attaquer Rafah. Et quand on sait ce que est Rafah aujourd'hui, c'est 1,3 million de personnes qui sont à la frontière, ce qui implique évidemment qu'il y a des arrière-pensées politiques qui ont été énoncées par un certain nombre des ministres, qui consistaient à faire en sorte que cette population quitte le territoire de Gaza. Et toute la polémique qu'on voit ces derniers jours sur l'UNRWA est évidemment liée à ça, c'est-à-dire qu'il faudrait à la fois tuer l'UNRWA et chasser la population. Et ce conflit de Gaza, où il y a donc plus de limites, quoi, le droit international est complètement piétiné, s'est élargi. Alors, je ne dis pas qu'il s'est élargi à la Cisjordanie, parce que je considère que c'est le même front, finalement, quelque part. C'est la question israélo-palestinienne. Il s'est élargi, évidemment, au Liban, avec les violences armées à la frontière. On sait tout cela, avec cette idée que ça pourrait basculer plus loin, avec derrière le rôle de l'Iran, dont tu vas certainement nous parler. Et puis, ça s'est donc élargi, j'en viens évidemment, ça s'est élargi à un lieu qui c'était surprenant a priori, c'est-à-dire le fait que cette guerre du Yémen, qui était, on va dire, un peu oubliée, ou en tout cas ignorée, ou un peu les deux, eh bien, tout d'un coup ressurgit avec le fait que les Houthis, qui ont décidé donc de bloquer le commerce international de la mer Rouge dans les conditions que vous savez, en attaquant des navires, avec des armes assez sophistiquées qui viennent de je ne sais où, probablement de l'Iran, mais j'en sais rien, tu vas nous le dire. Et donc ça nous rappelle et ça nous réveille sur un sujet qu'on croyait un peu oublié et qui est pourtant présent. C'était un drame, la guerre du Yémen. C'est combien? J'ai vu le chiffre de 300 000 morts, mais tu me diras si... Je ne sais pas le chiffre, on ne sait pas le chiffre. Et puis ces chiffres ont quelque chose de dramatique parce que on n'individualise pas. Ce sont des statistiques. C'est toujours quelque chose d'assez terrible. Bref, cette guerre, elle a produit un désastre pour le pays à tous égards. Et Laurent a suivi ça de très près. Et donc, maintenant, on a cette question des Houthis. Et du coup, le monde s'y intéresse. Un front s'est ouvert. Et c'est de ce front dont tu vas nous parler.
Comme d'habitude, on te laisse bonne demi-heure, enfin le temps que tu voudras, 25 minutes, le temps que tu veux, tu es libre de t'expliquer sur ce sujet. Puis ensuite, bien entendu, on ouvrira le débat, des questions, et je crois qu'il y a beaucoup de questions à poser. Donc Laurent, je te cède la parole. Merci Jean-Paul, merci à vous de venir pour cette conférence à l'IREMO. C'est toujours un plaisir de parler du Yémen, et force est de reconnaître que les opportunités ou les sollicitations sont assez cycliques en fait, et elles dépendent très largement, non pas nécessairement de ce qui se passe au Yémen, mais d'autres facteurs qui échappent très largement aux Yéménites, et là, pour le coup, concerne finalement moins probablement un conflit qui serait celui de Gaza aujourd'hui que la crainte que peuvent avoir les médias, les décideurs, les citoyennes et citoyens en Europe face à ce qu'on pourrait appeler une capacité de nuisance d'un mouvement politique donc, que sont les houthistes, qui seraient en capacité de venir gêner, affecter la circulation des biens matériels qui sont les nôtres. Et donc cet intérêt qu'on a vu émerger dans les médias suite à des attaques de bateaux en mer Rouge pose aussi un certain nombre de problèmes, et c'est pourquoi il me semble intéressant, important dans la présentation de fournir un cadre à ce conflit-là, rappeler un certain nombre de données. Alors, vous les aurez à l'esprit de façon assez variable, c'est-à-dire que certains probablement suivent l'affaire yéménite depuis longtemps, ont une passion pour ce pays, parce que c'est un pays qui réellement élève des passions, qui fascine. J'ai coutume de dire c'est un pays dont on tombe amoureux. Et puis, dans le même temps, d'autres ne sont peut-être qu'intéressés par le Yémen du fait du lien aujourd'hui qui s'est établi avec le conflit à Gaza. On pourrait avoir une carte peut-être, ce serait bien. Alors, le conflit au Yémen a débuté. Alors, il y a un débat entre acteurs politiques yéménites, soit en septembre 2014, au moment de la prise de pouvoir de la capitale Sanaa par un mouvement qu'on appelle le mouvement houthiste, qui s'était battu contre le pouvoir central, dirigé à l'époque par le président Ali Abdallah Saleh, de 2004 à 2010, et qui, entre 2010 et 2014, dans un contexte bien particulier, qui a été celui de ce qu'on avait appelé les printemps arabes, la chute du président Ali Abdallah Saleh a réussi à asseoir une forme de capacité de mobilisation. Cette capacité de mobilisation, de façon tout à fait intéressante, elle s'était appuyée aussi sur l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Donc un mouvement qui était relativement périphérique, donc les houthistes, qui revendiquaient une appartenance à une identité religieuse particulière qu'on appelle le zaïdisme, qui est une branche du chiisme. Et cette dimension du lien avec le chiisme, elle est importante parce qu'elle a été mobilisés par les houthistes eux-mêmes, mais aussi par leurs adversaires pour les renvoyer à un lien avec l'Iran. Les houthistes, en s'appuyant sur les forces proposées par l'ancien président Ali Abdallah Saleh, qui a cherché à se venger en fait de ceux qui, en 2011-2012, l'avaient renversé, dans le contexte de ce qu'on appelle donc le printemps yéménite, ont réussi à graduellement asseoir leur présence jusqu'à prendre le contrôle de la capitale. Ils l'ont fait en septembre 2014. Et on a toute une phase qui dure 6 mois, au cours de laquelle les houthistes exercent une forme de pouvoir, mais surtout la pression sur le président, reconnu par la communauté internationale, donc celui qui avait remplacé Ali Abdallah Saleh, donc qui s'appelait Abderrabou Mansour Hadi. Donc le président Hadi avait été marginalisé jusqu'à ce qu'il soit placé sous résidence surveillée, qu'il parvienne à s'échapper et qu'il gagne Aden.
En gagnant Aden, donc la capitale au sud, soit la région d'origine de Hadi, il a fait appel à l'intervention de l'Arabie saoudite pour rétablir ce qu'on appelle la légitimité constitutionnelle née de la transition vers la démocratie. Donc cet enjeu de rétablissement du pouvoir de Hadi est, je dirais, le cœur du conflit, et tant et si bien qu'on considère souvent que la guerre a débuté non pas en septembre 2014, au moment où les houthis prennent le contrôle de la capitale, mais en mars 2015, au moment où Hadi, faisant appel à la communauté internationale, en réalité faisant appel essentiellement aux Saoudiens, eh bien, il y a le début de bombardements, une offensive donc, qui est menée par l'Arabie saoudite, en s'appuyant sur cette question-là du rétablissement de la constitution ou de la légitimité du pouvoir. Cette logique-là de rétablissement du pouvoir, elle a été validée par une résolution au Conseil de sécurité qui est adoptée en avril 2015 et qui signale que les houthis doivent déposer les armes, ils doivent quitter le pouvoir et rétablir le pouvoir reconnu par la communauté internationale. Mais cette logique-là, donc septembre 2015, mars 2015, elle se double aussi d'autres discours qu'on a pu voir émerger, soit venant des acteurs eux-mêmes, soit venant des chercheuses et chercheurs qui travaillent sur cette guerre, pour montrer qu'il y a aussi non seulement une logique liée au rétablissement de la légitimité du pouvoir, mais aussi une logique régionale qui s'est imposée, avec d'un côté une logique propre à l'Arabie saoudite, le fait que le déclenchement de la guerre, donc de cette offensive à travers une coalition qui au début concerne une dizaine de pays, mais dans laquelle en réalité il y aura deux pays principaux, les Émirats arabes unis d'un côté et puis l'Arabie saoudite de l'autre, eh bien s'inscrit aussi dans une temporalité propre à l'Arabie saoudite qui est liée au changement de souverain. En janvier 2015, il y a le décès du roi Abdallah, qui est remplacé par le roi Salman, qui est âgé et qui cherche à mettre sur le devant de la scène son fils, Mohammed Ben Salman, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est MBS, qui est jeune à l'époque, qui a 28 ans, je crois, qui doit faire ses preuves d'une certaine manière parce qu'il est passé devant un certain nombre de ses oncles ou bien cousins qui sont beaucoup plus expérimentés. Et il est donc nommé ministre de la Défense. Et comme j'ai coutume de le dire, quand vous êtes ministre de la Défense, le meilleur moyen de montrer que vous êtes un valeureux homme d'État, c'est de mener une guerre et de la remporter. Or, ce qui s'est passé, c'est que le déclenchement de la guerre en 2015, qui, si on avait écouté à l'époque les militaires saoudiens ou bien les décideurs, mais aussi un certain nombre de leurs alliés en Occident, devait probablement durer quelques semaines. Or, la guerre donc va entrer dans sa 10e année maintenant, en mars prochain, et force est de reconnaître qu'il y a une forme d'échec patent. Échec patent du fait de l'enlisement militaire, échec patent du fait du maintien, voire même de l'ancrage des houthis, que vous voyez apparaître sur la carte, qui contrôle un bon quart du pays, mais probablement autour de la moitié de la population, puisqu'il s'agit là des coins qui sont des régions qui sont les plus densément peuplées, où il y a les ressources aussi liées aux pluies qui jouent un rôle important dans l'économie yéménite parce que c'est une économie qui reste encore très marquée par la dimension rurale, mais où il n'y a effectivement pas les ressources en hydrocarbures qui sont très importantes. Donc un enlisement et puis une crise humanitaire
extrêmement importante. Alors les chiffres aujourd'hui donnés par les Nations Unies oscillent entre 300 000 et 400 000 morts. Ce chiffre-là ne concerne pas seulement les morts directes, ce ne sont pas les morts au combat, mais c'est aussi les morts induites, le pays étant un pays extrêmement pauvre. La population a un accès très réduit aux infrastructures de santé, et donc une situation de guerre fait que par exemple, une simple diarrhée produit un décès. À cela s'ajoute le fait que les infrastructures ont été détruites par les bombardements menés par la coalition. Donc une situation humanitaire très grave qui a imposé un engagement de la communauté internationale extrêmement fort, qui a permis très largement d'éviter la catastrophe qui était annoncée. C'est-à-dire qu'en 2015, au moment où la guerre est déclenchée, les Nations Unies immédiatement expliquent qu'il y a des menaces très très graves de famine, qu'on est à affaire à potentiellement la crise humanitaire la plus grave depuis 1945. Alors c'est une crise humanitaire d'une gravité énorme, mais la réponse internationale a aussi permis d'éviter la catastrophe qui était annoncée, fort heureusement. On ne peut que s'en réjouir sur le plan, je dirais, humanitaire, même si ça n'efface rien, mais en tout cas, il y a eu une réponse qui a été à la hauteur, et puis il y a eu aussi un engagement qui est très ambivalent de la part des membres de la coalition qui ont mené eux-mêmes leur propre programme, notamment en vue de légitimer leur position. On pourrait discuter à l'infini de la question de la pertinence, de l'efficacité de cette aide-là. Toujours est-il que, d'une certaine manière, il y avait un côté de la main saoudienne ou émirati qui détruisait, et puis l'autre qui apportait de l'argent pour reconstruire. Donc ça, c'est une autre logique, c'est la logique propre à l'Arabie saoudite qui a cherché, depuis 2015, à émerger en tant que puissance régionale. Et donc, il y a un lien très direct avec des logiques propres au pouvoir saoudien, le lien avec la vision 2030, la place qu'occupe Mohammed Ben Salman, son hubris, on pourrait dire, le fait qu'il se considère comme étant un dirigeant extrêmement efficace, avec une vraie vision. Le Yémen montre que cette image-là doit être nuancée, tout simplement parce qu'il y a un échec. Et puis le second récit qu'on peut développer a trait davantage à la question iranienne. Quand j'ai évoqué l'émergence du mouvement autiste, j'ai souligné le fait qu'il se revendiquait d'une identité chiite et qu'ils étaient renvoyés à cette identité chiite par leurs adversaires. Et de fait, on peut constater que le lien qui s'est progressivement construit entre les houthis et l'Iran s'est matérialisé de différentes façons par déjà une évolution du discours et de la pratique religieuse au sein du Yémen, avec ce qu'on pourrait considérer comme une forme de chiitisation du zaïdisme dans la pratique religieuse, mais aussi une dimension qui a trait là à la technique militaire, des conseils qui manifestement ont permis de parfaire la capacité militaire des houthis, tant et si bien que pendant toute la période, alors même que si vous regardez le profil sociologique de la plupart des militants houthis, eh bien, la période de guerre leur a permis de développer un arsenal militaire qui est important, jusqu'à pouvoir envoyer des missiles sur plusieurs, au-dessus de 1000 km, et donc toucher un certain nombre de sites stratégiques en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et puis plus récemment viser aussi des villes en Israël. Cette dimension-là du lien avec l'Iran est évidemment importante aussi pour expliquer la réaction non seulement de l'Arabie Saoudite, mais on pourrait dire de la communauté internationale. Les Saoudiens ont aussi légitimé leur engagement
parce qu'il cherchait à mettre à genoux, je dirais, cette capacité de nuisance de l'Iran dans ce que les Saoudiens considèrent comme étant leur chasse gardée ou leur précaré. Les houthistes, par ailleurs, je l'ai dit, sur le plan religieux, sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Et puis, il y a un signe qui ne trompe pas d'une certaine manière, c'est le fait que les houthistes se sont directement associés à ce qu'on pourrait considérer comme, alors ce qu'on décrit comme l'arc chiite, mais qu'on peut décrire de façon différente, mais toujours est-il qu'il y a un certain nombre de points communs qui, par exemple, pour ce qui concerne la défense du pouvoir syrien, illustre très directement dans quel camp les houthistes se placent. Et c'est d'une certaine façon extrêmement éclairant de s'appuyer sur cet exemple syrien, parce que les houthistes eux-mêmes ont soutenu, se sont engagés en 2011 du côté de la révolution et donc contre le pouvoir, qui, de façon tout à fait intéressante, a ensuite utilisé les houthistes pour se venger de leurs ennemis communs, en particulier les frères musulmans. Alors cette dimension iranienne, elle joue un rôle important et elle vient très directement éclairer l'intérêt récent qu'a la communauté internationale, les médias, les décideurs, probablement une partie de vous-même, du fait de ce qui se produit aujourd'hui en mer Rouge, qu'on a tendance, à raison, pour partie, de lire comme étant un avatar de la capacité de nuisance de la République islamique d'Iran dans la région. On lit ce que les houthistes font en mer Rouge à ce que le Hezbollah fait dans le nord du Liban, ou bien ce que les milices irakiennes font, y compris jusqu'en Jordanie. Il y a bien une communauté d'intérêts, il y a bien une grille de lecture qui est partagée, qui s'inscrit dans le contexte yéménite, dans le cadre d'un discours qui est extrêmement cohérent. Les houthistes cherchent non pas à être perçus comme un mouvement terroriste, mais comme un État qui, détenant la capitale, cherche à avoir une assise et revendique ses propres actions en mer Rouge, donc contre les navires qui, dit le discours de légitimation porté par les houthistes, sont des navires qui ont un lien avec Israël. Ils mettent un point d'honneur à bien signaler que leurs cibles ont un lien avec Israël, réel ou supposé, ça c'est quelque chose, je ne suis pas moi spécialiste de la navigation pour le dire, mais toujours est-il qu'il y a un discours qui est cohérent à cet égard-là et que ce ne sont pas des navires, tous les navires qui circulent en mer Rouge qui sont ciblés. Ça ne légitime rien, mais c'est un fait. Par ailleurs, les houthistes tentent, toujours pour apparaître comme un État, toujours pour apparaître comme étant finalement un acteur qui se comporte comme devraient se comporter des États, y compris les États arabes, eh bien, s'appuie sur le fait qu'il y a un génocide en cours à Gaza et que le droit international légitime de la part de l'ensemble des États de mener des actions qui doivent permettre d'interrompre ce crime de génocide. Donc ils font attention à développer un discours qui est extrêmement cohérent. Alors on peut le contester, mais toujours est-il qu'il existe et il permet de voir aussi ce qui se produit en mer Rouge d'une façon un peu différente. Et il permet aussi de réfléchir à la dimension interne de cette offensive-là, par-delà la relation avec l'Iran. Alors c'est un fait, et je ne le nie pas qu'il y ait, comme je l'ai dit, une forme de communauté d'intérêts, un rapprochement, l'armement qui provient, selon toute vraisemblance, d'Iran, des conseils militaires. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Yémen simplement en pensant que c'est téléguidé de Téhéran.
d'une part, on perçoit, et c'est quelque chose qu'on a peut-être un petit peu oublié, qu'il y a un engagement qui est extrêmement profond, très ancré dans les populations, pour la Palestine. On avait eu tendance à l'oublier, et c'est la raison pour laquelle, finalement, l'offensive menée par les houthis en mer Rouge génère au sein des pays alentours, particulièrement de l'Arabie Saoudite, mais aussi des Émirats Arabes Unis, dans une certaine mesure, eh bien, une forme de réprobation assez tiède, tout simplement parce que, d'une certaine manière, les houthis font ce que, eh bien, un certain nombre de dirigeants rêveraient de pouvoir faire eux-mêmes, c'est-à-dire s'engager pour la question palestinienne, ou au moins ce que les populations elles-mêmes de ces pays rêveraient de voir leurs dirigeants faire. Et donc, il y a un espèce de jeu qui se joue là-dedans et qui montre que, eh bien, la question palestinienne que, eh bien, les Occidentaux avaient eu une certaine tendance à considérer comme étant passée aux oubliettes reste extrêmement présente. Et donc, des discours qui viendraient montrer que l'engagement des houthis est uniquement à la fois téléguidé depuis Téhéran, mais aussi opportuniste, demande à être nuancé, tout simplement parce que l'engagement effectivement du pouvoir houthiste pour la Palestine est ancien. Avant même la guerre actuelle, eh bien, il y avait très fréquemment des grandes manifestations qui étaient absolument impressionnantes. Alors on disait à chaque fois qu'il y avait plus d'1 million de personnes, mais quand vous regardez les images, y compris les années précédentes, vous voyez que qu'il y avait une forte capacité de mobilisation de cette question. Tant et si bien que si on cherche un peu à s'extraire de la dynamique régionale pour regarder ce qui se produit à l'intérieur du Yémen, qui est absolument important, qui permet effectivement donc de souligner que les houthis n'obéissent pas aux ordres de Téhéran, ou pas uniquement, ne s'inscrivent pas uniquement dans la logique portée par Téhéran, eh bien, on conçoit que la carte que joue ce mouvement-là est extrêmement habile, tout simplement parce qu'ils parviennent aussi à accroître leur légitimité. Ils jouent une carte de façon habile aussi parce que ça met d'une certaine manière à nu, ça souligne l'incapacité de leurs adversaires à développer des actions en fait en soutien aux Palestiniens. Ils disent nos adversaires, c'est seulement un gouvernement de la parole. Nous, non seulement on a un discours qui est extrêmement offensif pour défendre les Palestiniens, mais également on agit. Alors le lien avec le discours, je dis offensif, il est problématique et c'est ce qui aussi a posé un certain nombre de problèmes lors de la phase ce que je décrivais initialement, 2004-2010. Il y a une guerre dans laquelle on peut très facilement considérer que les houthis étaient victimes d'une répression menée par le pouvoir, mais les houthis, là, pour le coup, ont d'une certaine manière mal joué leur carte puisqu'ils ont diffusé leur slogan qui est « Mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire à l'islam ». Donc on viendrait que ce n'est pas un slogan qui permet de très facilement à l'étranger de mobiliser en faveur de ces victimes, quand bien même il y avait là pour le coup aussi des crimes de guerre. Donc cette continuité de l'engagement en faveur de la Palestine, le fait qu'ils affirment agir, assoit donc leur légitimité au sein du Yémen dans un contexte qui est particulier. J'ai expliqué que l'engagement saoudien depuis 2015 avait abouti à une forme d'échec que eux-mêmes, les Saoudiens, ont d'une certaine manière acté en lançant au début de façon totalement informelle, puis en formalisant leur démarche, des négociations de paix avec les houthis, de façon initialement bilatérale, donc ce qui posait un certain nombre de problèmes aussi parce que ça mettait sur la touche le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Ça négligeait aussi le fait qu'il y avait un mouvement qui joue un rôle très important dans le Sud, qu'on appelle le Conseil de transition sudiste, qui lui est soutenu par les Émiratis. Mais toujours est-il qu'on était entré dans une phase depuis 2 ans
qui avait abouti à un certain changement. Tout d'abord, le départ de Hadi, donc le président reconnu par la communauté internationale, avec l'objectif de la guerre était bien, comme je l'avais dit, de le rétablir sur le trône. Bien là, il y a eu un changement, il a été forcé de démissionner. Il y a un nouveau pouvoir avec 8 personnalités qu'on pourrait qualifier de anti-houtistes, avec à sa tête un ancien ministre de l'Intérieur qui s'appelle Rachad El-Arlimi, qui depuis 2 ans incarne d'une certaine manière l'alternative houtiste. Autre changement, il y a eu un cessez-le-feu qui n'a pas été reconduit formellement, mais qui, de fait, était entré en pratique depuis quasiment 1 an et demi, et qui faisait que l'image qu'on pouvait avoir d'une guerre qui s'incarnait particulièrement dans des bombardements saoudiens était passée dans une phase autre. Alors cette phase, elle avait permis probablement aux houtistes d'asseoir aussi leur ancrage territorial, précipiter une défaite des Saoudiens. Les Saoudiens étaient en quête d'une sortie, je dirais, honorable, qui les faisait, par exemple, transformer en partie en conflit en simple médiateur. Ils mettaient en avant cet état de fait. Tant et si bien qu'à la fin de l'année 2024, on estimait qu'une paix allait bientôt être signée entre les houtistes, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, en réalité les Saoudiens, mais dans le cadre de cet accord, les Saoudiens ne seraient que des médiateurs. L'offensive menée par les houtistes en mer Rouge vient signaler qu'eux-mêmes ont estimé qu'il était préférable pour eux, pour leur propre légitimité, de s'engager dans une autre phase, donc qui repousse les perspectives de paix, qui signale qu'on est dans une grande phase d'incertitude, qui ne règle rien pour les Yéménites, qui ne règle rien probablement pour les habitants de Gaza, dans le sens où je pense que l'ensemble des parties prenantes considèrent bien que ce n'est pas un pauvre missile qui, en fin de course, arriverait aux portes d'Eilat en étant détruit, qui viendrait changer le rapport de force. De la même manière, les navires qui circulent en mer Rouge, il y a un surcoût, mais ça ne met pas à genoux le commerce mondial. C'est une capacité de nuisance, c'est un enjeu qui est symbolique, important, mais qui a aussi un coût important pour les Yéménites. Il faut le réaliser, d'autant plus que, du fait de l'intervention et les bombardements qu'ont lancés les États-Unis et puis le Royaume-Uni, génèrent une forme d'incertitude, sans pour autant, alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste militaire, donc je ne sais pas si réellement les bombardements qui sont menés aujourd'hui de cibles militaires sont en capacité d'affaiblir durablement les houtistes, mais on peut raisonnablement estimer que les houtistes ayant subi pendant en tout près de 7 ans des bombardements systématiques de la coalition, il y a sans doute plus grand-chose à bombarder, et que la communauté internationale, d'une certaine manière, serait bien inspirée de pousser, d'une certaine manière, les houtistes dans une forme d'être pris à leur propre jeu, c'est-à-dire qu'eux affirment que dès lors qu'il y aurait un cessez-le-feu à Gaza, ils cesseraient leurs actions en mer Rouge. Or, aujourd'hui, tout le monde accepte l'idée, sauf les Israéliens, sauf malheureusement les dirigeants américains, qu'il est absolument nécessaire d'obtenir un cessez-le-feu, et qu'une fois ce cessez-le-feu obtenu, aussi, non seulement les Gazaouis pourraient, on l'espère, respirer, mais aussi les environ 30 millions de Yéménites qui, je pense, espèrent entrer dans une phase qui est différente, qui n'est plus marquée par des bombardements, qui n'est plus marquée par une forme de violence, qui
qui néglige un certain nombre d'enjeux qui sont fondamentaux pour les Yéménites, les enjeux économiques d'une part, et puis les enjeux liés aux ressources, notamment l'eau qui manque cruellement et pour laquelle eh bien, les politiques sont absolument absentes. Bien, je te remercie pour cette présentation d'ensemble. Peut-être une question avant de laisser la parole à la salle. Tu parlais d'un éventuel cessez-le-feu. Quelles sont les options en fait? Un cessez-le-feu à l'intérieur d'un même État ou bien un risque de revenir à une division du pays? Quelles sont les options actuelles qu'on peut envisager? Alors il est entendu que la guerre a fragmenté le pays. Alors là, vous voyez sur la carte, bon, c'est une carte qui évoque le contrôle du territoire, mais qui est une forme de... Elle manque d'une certaine manière de nuances, non pas dans les tracés, mais dans les aplats de couleurs, dans la mesure où l'aplat qui est considéré comme vert, c'est-à-dire les forces loyalistes, est en réalité quelque chose qu'on pourrait appeler forces anti-houtistes, mais qui sont elles-mêmes extrêmement fragmentées. Fragmentées en deux pôles principaux. Le pôle qu'on considère comme étant celui du gouvernement reconnu par la communauté internationale, avec pour siège, pourrait-on dire, la ville de Mareb, que vous voyez au milieu, qui avant était une petite bourgade proche des champs pétroliers et qui, à la faveur du conflit, s'est énormément développée avec un afflux de réfugiés venant de Sanaa. Et puis ensuite, au sud, toute une zone qu'on dit contrôlée par le Conseil de transition sudiste. Donc un mouvement qui, et là vous le voyez sur la carte, cherche à revenir à la situation pré-1990 quand il y avait deux Yémen. Cette fragmentation-là, elle est extrêmement importante parce que pendant toute la période entre 90 et 2014-2015, on peut dire, c'est ancré au sein des populations de l'ex-Yémen du Sud, l'idée selon laquelle ils se trouveraient dominés par le Nord et que leur destin serait préférable en tant qu'État indépendant. Alors si on veut à chaque fois apporter de la nuance, le Conseil de transition sudiste ne représente pas l'ensemble des populations du Sud, il y a des forts désaccords, et y compris au Sud, il y a un certain nombre de personnes qui soutiennent le pouvoir dit légitime, mais toujours est-il qu'on est entré dans une phase où la perspective d'avoir un Yémen unifié autour de Sanaa est difficile à envisager, tout comme le principe d'une fragmentation selon les frontières de 1990. Tant et si bien que les acteurs politiques eux-mêmes, face à cette impasse que je décris, le fait qu'ils ne peuvent pas réellement se séparer, du moins pas dans les termes portés par le Conseil de transition sudiste, ni même forcément rester ensemble. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une forme de non-dit. Et y compris de la part du Conseil de transition sudiste, qui systématiquement affirme la nécessité de revenir à la situation de pré-90, qui a adopté le drapeau de l'ancien Yémen du Sud, ce qui est tout à fait amusant parce que c'était un drapeau, sans doute, savez-vous que le Yémen du Sud était l'unique république socialiste dans le monde arabe, donc le drapeau possède une étoile rouge et un grand nombre de leaders sudistes aujourd'hui ont été formés dans des instituts salafis. Donc c'est assez amusant, ironique, comme on dit en anglais, de voir des leaders salafis s'appuyer sur une référence qui est ancienne et qui était une référence socialiste. Et puis de la même manière, il y a un certain nombre de choses assez troublantes. Alors j'évoquais le soutien des Émiratis au mouvement sudiste. L'un des grands dirigeants sudistes, qui s'appelle Aidarus al-Zubaydi, qui est membre du conseil présidentiel du Yémen unifié,
mais lui plaide pour l'indépendance du Sud, donc c'est quelque chose d'assez ambigu. Et dans le même temps, donc il est soutenu par les Émiratis, et à chaque fois qu'il intervient, et y compris sur les pages des réseaux sociaux qui sont les siennes, sa photo officielle, et c'est le cas d'un autre leader qui s'appelle Hani Ben Boreik, eh bien, on voit apparaître à chaque fois la photo du leader des Émirats arabes unis. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant pour quelqu'un qui souhaite créer sa propre nation, son propre État, faire advenir l'indépendance de son État, d'à chaque fois mettre la photo d'un dirigeant d'un État voisin qui, soit dit en passant, n'est pas un État qui génère une grande sympathie de la part de la population. Et donc on a cette espèce d'ambiguïté liée à la position des sudistes qui plaident pour l'indépendance, mais dans le même temps, en dépit du fait qu'ils sont en contrôle d'une large partie du territoire, et particulièrement d'Aden, eh bien, ne proclament pas officiellement un État. Ça s'est vu, y compris dans des situations de faiblesse, où on va proclamer l'État comme un moyen pour précipiter les choses. Là, chacun est sur la retenue, et on peut, dans le même temps, pour juste terminer, envisager une forme de partage entre les houthistes et puis les sudistes de l'autre. Parce que quand on regarde la carte, effectivement, on constate que les positions des houthistes sont un quasi-calque non seulement de la présence des populations zaïdites ou d'origine zaïdite, mais aussi de l'ancien Yémen, Yémen du Nord. Donc il y a un certain nombre de zones qui sont problématiques, et particulièrement la ville de Taez, qui est la troisième ville du pays, qui vit ou se vit comme étant sous un blocus des houthistes, mais qui voilà, n'appartient pas au sud du Yémen. Et historiquement, il y a eu de nombreux travailleurs originaires de Taez qui sont venus à Aden, là où ils ont été perçus comme étant des nordistes. Donc c'est ce que moi j'appelle une forme d'identité tierce qui n'est ni du nord entre soi-disant donc zaïdite, ni donc du sud anciennement socialiste. Et donc tant et si bien que cette figure, cette forme que prendrait l'État yéménite une fois la paix achevée, elle reste absolument indéterminée. Et c'est aussi un des enjeux qu'il faudra aborder dans les négociations de paix. Mais il y a un certain nombre de priorités, il y a un certain nombre d'étapes. Et il est certain que si les Yéménites abordaient la paix en souhaitant finaliser la forme de l'État dès maintenant, ça n'avancerait pas. Bien, je te remercie. Là, on passe la parole donc à la fois à ceux qui sont en ligne et à la salle. Je commence par ici puisque c'est plus facile, mais tu m'indiques s'il y a des personnes qui posent des questions en ligne. Je vous en prie, il y a un micro qui va arriver. Merci beaucoup après vous pour débrouiller ce sujet très complexe. Donc, oui, j'avais deux questions. Concernant les deux parties du pays, est-ce que les pratiques religieuses variaient entre le sud et le nord? Et qu'en est-il actuellement? Vous aviez dit qu'il y avait un changement de pratique promu par le nouveau pouvoir outil. Donc, si vous pouviez élaborer un tout petit peu là-dessus. Aussi, est-ce que le niveau économique, le standard de vie varie entre les deux parties? Et dernièrement, pas le mois, qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes tombé amoureux du pays? C'est beaucoup de questions. On en prend quand même une ou deux autres. Tu peux, comme ça, synthétiser. Là, je crois que je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez bien décrypté la complexité. J'ai une question à propos des objectifs des Émiratis par rapport à Socotra et en fait envers tout ce qui va se passer à l'avenir, et aussi la menace de Al-Qaïda. Est-ce que c'est quelque chose qui est dynamique ou quels sont ses objectifs? Merci. Encore une question, puis après je te laisse répondre en synthèse. Bonjour.
Est-ce que les combattants soudanais de la côte, des Hamas, sont encore là, ceux qui étaient financés par l'Arabie saoudite? Et est-ce que les Houthis ont fait des revendications pour annuler, compromettre la convention de 1934 qui a donné la cire, enfin qui a vendu la cire à l'Arabie saoudite et qui a été renouvelée, disons, il y a quelques années? Bien, tu peux répondre, peut-être tu peux commencer par l'amour. Amoureux, la Ouais, première question. Après, ça va prendre beaucoup de temps. Alors il faut. Non, quelques mots. Pourquoi? Parce que. Tu as lâché ça, il faut l'assumer. Non, mais c'est. C'est une bonne je formule. pense, enfin, il y a probablement un certain nombre de personnes qui, dans la salle, vont voir de quoi je parle, mais c'est vrai que la situation politique actuellement au Yémen nous pousse d'une certaine manière à injustement négliger, ne pas parler de ce qui a fait la richesse de ce pays, de cette civilisation. En premier lieu, déjà les paysages. Qui ont un attrait dingue, c'est des paysages de haute montagne. Ça n'a 2300 mètres d'altitude, donc déjà ça induit un climat qui est absolument paradisiaque. Ensuite, des paysages qui sont aussi façonnés par l'homme, à travers notamment les terrasses. Et puis des paysages qui sont façonnés par l'homme, parce que à travers le pays, que ce soit au nord ou au sud, eh bien, il y a une architecture ou des architectures qui sont absolument fantastiques. Donc, quand on a d'une certaine manière une certaine sensibilité face à la beauté des choses, on peut que être séduit. Et puis ensuite, il y a une autre dimension qui est celle simplement des Yéménites. Alors, sans faire de culturalisme, il y a une facilité du contact, il y a le fait peut-être que le pays ait été colonisé de façon assez particulière au sud, en tout cas pas au nord, ce qui produit des interactions qui sont extrêmement, extrêmement riches, une facilité de contact. La première fois que je suis arrivé, j'avais 21 ans et le premier jour, j'avais été invité à un mariage et puis mâcher du cat évidemment, et quelque chose qui produit énormément de relations sociales et qui eh bien, génère une forme d'affect qu'on ne trouve pas forcément partout ailleurs, particulièrement pas partout ailleurs dans la péninsule arabique. Et qui génère un attachement, je crois immédiat. Et voilà, donc c'est effectivement un pays qui est aussi déchirant parce que, en dépit de tout ce patrimoine, et je n'ai pas parlé non plus du patrimoine historique, archéologique qui est absolument fascinant, avec des figures liées au royaume sud-arabique, type la reine de Saba, un certain nombre de mythique. Il n'y a pas une existence historique forcément, mais en tout cas, c'est un pays qui est absolument marquant. Eh bien, c'est d'autant plus déchirant que bien, la situation actuelle pose un certain nombre de problèmes, non seulement pour l'immédiat, le mode de vie des Yéménites, leur capacité pour un certain nombre d'entre eux de survivre, notamment les enfants, les épidémies de choléra, faire face au Covid-19, des situations qu'on peut décrire comme étant de famine ponctuelle, même si les ONG, elles, ont une nomenclature extrêmement précise pour désigner ce qu'est la famine, mais en tout cas une situation humanitaire. Donc pour l'immédiat, mais aussi pour le futur. Et c'est là où souvent j'ai un peu l'impression que c'est triste aussi, parce qu'on s'en soucie guère. Il y a la question de l'eau que j'ai abordée dans ma conclusion, mais qui se pose de façon absolument impérieuse et qui questionne la capacité finalement de cette société-là à même survivre. Et on sait, et je pense que le cas yéménite est aussi intéressant pour ce qui concerne Gaza. Comme le disait Jean-Paul Chagnolot en introduction, c'est un pays, une guerre qu'on a négligée. Et puis on voit que d'une certaine manière, par la bande, là, aujourd'hui, eh bien, elle se rappelle à notre bon souvenir à travers cette capacité de nuisance. Et qu'elle vient nous rappeler, et peut-être aussi, comme a pu le rappeler
le 7 octobre à la face du monde, eh bien, on ne peut pas mettre sous cloche un conflit. Il ressort d'une manière ou d'une autre. La violence, elle se projette. Alors, la violence, là, exercée sur le Yémen, elle se projette en mer Rouge, mais il est absolument évident qu'elle se projettera aussi dans l'environnement régional et que les Saoudiens, les Émiratis seraient bien inspirés d'une certaine manière de prendre cette question au sérieux et de considérer que plutôt que d'investir des centaines de milliards dans des projets qui n'aboutiront jamais, type The Line, là, dont vous avez sans doute vu, dans laquelle vous avez vu des images, eh bien, d'investir au Yémen, de faire en sorte que eh bien, les Yéménites, dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans une situation où la population aura probablement quasiment doublé, donc où il y aura environ au moins 50 millions de Yéménites, sauf catastrophe, sauf transformation démographique importante, eh bien, de leur offrir un avenir qui soit enviable. Et ce n'est pas du tout le chemin qui est pris, et c'est pourquoi, je l'ai dit, c'est déchirant, parce qu'il y a cet attachement, on tombe amoureux du Yémen, et en même temps, on voit que les perspectives offertes pour l'avenir sont extrêmement... nous poussent à être pessimistes. Et puis, à ça, on ajoute non seulement le déficit en eau, mais le dérèglement climatique, qui fait que dans certaines zones qui ne sont pas les zones de montagne, eh bien, les températures, le niveau des océans pourrait monter. Il y a, par exemple, dans la région de la Tiama, donc qui est la région côtière, une salinisation de l'eau et donc une difficulté pour faire de l'agriculture, etc. Il y a tout un tas de défis qui sont aujourd'hui totalement négligés et on se concentre sur des questions qui sont importantes, mais qui sont des questions de répartition du pouvoir. Et des jeux entre élites qui finalement sont mal inspirés, mal conseillés probablement, s'engagent dans des rivalités pour obtenir des financements saoudiens, émiratis, qataris, américains, etc., en oubliant totalement ce qui doit être l'avenir du pays. Voilà, mais j'aurais pu continuer encore plus longtemps sur la fibre sensible qui est liée à l'attrait du Yémen, sans casser ensuite cette On avait compris que tu étais vraiment amoureux, là, mais sans casser cette dimension-là et sans avoir l'impression d'avoir justement perdu cette sensibilité et cet amour pour ce pays et cette société. Alors vous avez posé un grand nombre de questions, certaines qui sont assez larges, d'autres très précises, certaines pour lesquelles j'ai pas forcément grand-chose. Il est vrai que sur les combattants soudanais qui ont été mobilisés, moi je l'ai dit, je suis pas spécialiste militaire. Il est vrai que des Soudanais ont été mobilisés comme chair à canon, pourrait-on dire, et par les Émiratis et par les Saoudiens. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une proportion, notamment par les Émiratis, qui aujourd'hui sont impliqués dans la guerre au Soudan, qui donc ont été aguerris d'une certaine manière dans le contexte yéménite. Mais sur le plan politique, leur présence est relativement limitée, notamment parce que la présence sur la côte de la Tiama est essentiellement celle d'un groupe qui est dirigé par le neveu de l'ancien président Saleh. Donc Tarek Saleh, qui est appelé à jouer un rôle important, qui est notamment soutenu par les États-Unis et par les Émirats arabes unis, apportant encore une fois une forme de fragmentation de la situation des groupes anti-houthistes, alors que les houthistes sont largement unifiés. Concernant la dimension religieuse de la distinction entre le nord et le sud, donc j'ai dit que les houthistes s'appuyaient sur l'identité zaïdite. Il est difficile de déterminer quelle est la proportion réelle de zaïdites au Yémen. On estime que c'est sans doute entre un tiers et 45%. En tout cas, ils ne sont pas majoritaires. Et puis, pendant toute une phase, la définition de ce qu'était l'identité zaïdite se posait avec une acuité de plus en plus importante.
C'est-à-dire que l'État lui-même poussait, favorisait une identité qu'on appelle un islam générique. Et donc l'identité zaïdite, pour beaucoup de Yéménites, ne signifiait absolument rien. C'est exactement comme si aujourd'hui vous preniez une carte de France et vous essayiez de dire, ben voilà, il y a 50, 60, 80, 90%, j'en sais rien, de catholiques. Pourtant, si on demande individuellement dans la salle, même si on va être d'origine catholique, on ne va pas forcément se déterminer comme tel. Ou au moins, ça dépend face à qui. Et c'était le cas au Yémen, et c'est pourquoi on avait, par exemple, une situation quand Ali Abdallah Saleh, qui lui-même était d'origine zaïdite, combattait les houthis qui eux-mêmes étaient d'origine zaïdite. On pouvait lire parfois, ah oui, dans la presse, la guerre entre un pouvoir sunnite et puis une rébellion chiite. Or, en fait, c'était plus compliqué que ça. Mais ce qui se passe, c'est que la situation interne liée au pouvoir houthiste a transformé cette dimension-là, a offert une nouvelle actualité, une nouvelle forme à l'identité zaïdite. Il s'appuie en plus sur des évolutions liées à la réémergence de l'identité liée au fait de descendre du prophète, ce qu'on appelle les Hachémites, qui ont regagné, parce que les houthis eux-mêmes se revendiquent comme descendants du prophète, une forme d'actualité, une capacité d'accéder au pouvoir. Et quand vous regardez les nominations par les houthis aux différents postes à l'intérieur des institutions qu'ils dirigent, eh bien vous remarquez qu'il y a une corrélation à peu près systématique entre les origines hachémites et puis la capacité d'accéder au pouvoir. Donc ça induit des transformations qui ont aussi des implications, par exemple pour le système de taxation. Les houthis ont mis en place une taxe qui doit revenir de façon directe aux hachémites. Et c'est tout à fait intéressant parce que c'est, encore une fois, pour bâtir le parallèle avec la situation française, c'est comme si vous aviez finalement des grandes familles issues de la noblesse qui avaient été marginalisées par le processus lié à la République depuis la Révolution. Il y a eu la Révolution au Yémen du Nord en 1962 qui a marginalisé les Hachémites. Ils se sont estimés, à juste titre, mis sur la touche. Et là, un processus leur permet de se centraliser de nouveau et d'avoir accès au pouvoir. Et c'est quelque chose qui est assez troublant parce que si vous m'aviez demandé il y a 15 ans ou comme ça, qu'en est-il de l'identité hachémite, je vous aurais dit elle est totalement marginalisée, c'est les perdants de l'histoire. Et en fait, là, les perdants de l'histoire sont revenus par la fenêtre. Et c'est là quelque chose qui est assez intéressant, qui vient interroger aussi la plasticité, je dirais, de ces identités-là, de ces processus. Et puis parallèlement, si le zaïdisme a trouvé une nouvelle signification, eh bien, le sunnisme s'est aussi construit en opposition au zaïdisme et donc a trouvé aussi une nouvelle signification dans ce cadre-là, produisant quelque chose que bien des Yéménites auraient probablement détesté il y a de nombreuses années, qui est ce qu'on appelle la polarisation confessionnelle entre les sunnites et les chiites, et pourtant, eh bien, poussé par la guerre, poussé par les houthis, poussé aussi par les saoudiens qui un temps, mais aussi par les émiratis qui ont soutenu un certain nombre de groupes sunnites, eh bien, s'est imposé dans le paysage. Alors, il y a évidemment des résistances, il y a une volonté de ne pas tomber dans ce piège-là, mais une fois que la polarisation confessionnelle elle s'est affirmée, c'est quelque chose de compliqué à atténuer. Tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement al-Arqial, qui revendique une identité anti-hachémite, d'une certaine manière, en disant que les hachémites ne sont pas de vrais yéménites. Alors c'est un mouvement qui est tout à fait intéressant parce que il valorise la période pré-islamique du Yémen, un certain nombre de symboles, y compris l'écriture sud-arabique, pour dire que, grosso modo, les hachémites, d'une façon générale, sont
alliés à l'Iran et donc n'appartiennent pas à la nation yéménite. Et le problème, c'est que quand on entre dans ces logiques identitaires de redéfinition de ce qu'est finalement une nation, eh bien, on ne sait pas ce que ça peut produire en termes de violence. Sur les objectifs des Émirats et puis de Socotra, il est vrai que les Émirats ont mis en place, notamment au Yémen, mais pas exclusivement, si on regarde la Corne de l'Afrique, que ce soit sur les territoires somaliens ou bien avec Djibouti, avec le Soudan, une volonté de boxer d'une certaine manière dans une nouvelle catégorie, et une catégorie qui est plus grande que celle qu'on pourrait a priori attribuer aux Émiratis. Et donc une capacité de projection de la puissance émirati à travers le Yémen, à travers des réseaux de ports, et aussi une capacité de projection militaire. Et ils ont particulièrement pris le contrôle d'une île, d'un archipel qui s'appelle Socotra, qui a un potentiel touristique énorme parce que c'est une île qui est située à peu près à mi-chemin entre le Yémen et puis la Somalie, donc en plein milieu de l'océan Indien, qui est une île dans laquelle il y a un grand nombre d'espèces endémiques, de paysages qui sont époustouflants, mais aussi une localisation stratégique. Et on a, de la part des Socotris, une inquiétude de voir les Émiratis faire des investissements touristiques importants, de rêver d'en faire une espèce d'île paradisiaque, mais avec leur propre logiciel. Donc, pour celles et ceux qui s'inquiètent de l'état du monde et de ce qu'on laisse aux générations futures, eh bien, est extrêmement inquiétant et moi m'horrifie. C'est-à-dire des clubs, des grands hôtels, etc., sans aucun respect pour le patrimoine et puis pour l'histoire et l'identité. Et puis aussi donc une base militaire. Alors c'est un des enjeux qui produit aussi des tensions fortes entre les Émirats d'un côté et puis l'Arabie Saoudite de l'autre. D'autant plus que les uns et les autres, n'ont pas sur le terrain yéménite les mêmes alliés. Particulièrement, on pourrait dire que l'Arabie Saoudite ne parvient à exister au Yémen actuellement que parce qu'elle s'appuie sur les frères musulmans, alors que les Émiratis sont absolument hostiles et donc soutiennent de facto l'ensemble des mouvements qui sont hostiles aux frères musulmans. Tant et si bien qu'on pourrait, comme je vous disais, entre le nord et le sud, ils pourraient s'entendre. Ils pourraient s'entendre notamment du fait de leur détestation commune des frères musulmans. Donc cette question de Socotra, elle est symbolique parce que Socotra est une île qui est aussi classée par l'UNESCO du fait de son patrimoine naturel. On la compare souvent aux îles Galapagos du fait de la présence d'espèces endémiques, mais la voir tomber ainsi dans les plans de développement émiratis effraie. Mais je dirais qu'elle incarne, cette île, un problème plus large qui est lié à la stratégie des Émirats dans la région et puis au Yémen en particulier. Alors, je ne sais pas si on va peut-être laisser d'autres questions. Oui, on va repartir sur d'autres. Il y a une question ? Vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Bonjour et merci pour cette présentation. Quelle est la place des femmes yéménites dans la société houtiste et dans le reste des fractions ? Au sein des populations saoudiennes et émiraties, puisqu'évoqué, savez-vous comment se traduit ce relatif soutien aux actions houtistes en mer Rouge contre Israël? Et si réel soutien il y a, comment réagissent les pouvoirs saoudiens et émiratis? Ensuite, le port d'Hodeïda est-il sous contrôle houtiste? Et enfin, bonjour, pourquoi il y a eu une divergence d'intérêts entre les Saoudiens et les Émiratis au Yémen? Bon, là, je crois qu'il y a une salle. D'accord. Bon, alors, la question des femmes et puis des autistes est intéressante parce qu'elle permet aussi de
rattacher cette question du contrôle autiste à eh bien, la situation interne et puis le soutien et les politiques qu'ils mènent. Depuis donc bientôt 10 ans, ils sont en contrôle de la capitale. Ils ont eu la latitude de mener et de transformer la société, donc de mener des politiques, d'abord en s'appuyant sur les réseaux de l'ancien président Saleh, contre lequel ils se sont retournés après que Saleh ait décidé de se réaligner du côté des Saoudiens, jusqu'à ce que les houthis l'assassinent. Donc il y a des péripéties qui pourraient donner lieu à une série télévisée pleine de rebondissements, souvent macabres. Mais on a réellement une pratique de l'État des houthis qui indéniablement est caractérisée par le conservatisme, par une répression de la société civile et par un accaparement du pouvoir par leurs propres cercles, et particulièrement les cercles hachémites. Dans ce cadre-là, il y a une forme de société civile qui parvient à exister dans les zones qu'ils ne contrôlent pas, principalement à l'étranger, il faut bien le reconnaître, que c'est structuré tout des tas de mouvements, notamment de femmes, qui revendiquent la nécessité d'être intégrées dans les efforts de paix, en disant que en tant que femme, on a davantage d'atouts pour mettre en place une pacification. Ça se discute, mais tel est leur discours. Et qui mettent en avant le fait que la guerre favorise des mouvements qui sont extrêmement conservateurs, qui s'appuient sur la religion, et laissant une place importante notamment aux islamistes, y compris donc au mouvement salafi, qui de façon intéressante, et c'est pour ça que j'insistais sur le rôle des Émirats arabes unis, qui projette souvent une image d'ouverture. On se dit, parce qu'ils luttent contre les frères musulmans, c'est donc qu'ils doivent être pour les libéraux et pour les droits des femmes. Or, en fait, en contexte yéménite, ils le font notamment en s'appuyant sur les mouvements salafis, en les finançant, en les armant, ce qui pose un certain nombre de problèmes, et y compris, alors je ne sais plus qui a posé la question concernant Al-Qaïda dans la péninsule arabique, eh bien, en intégrant dans l'effort de guerre un certain nombre de mouvements djihadistes, ce qui peut avoir un effet positif parce que ça produit une forme de modération des discours, mais qui, dans un autre contexte, peut aussi générer de la violence. Donc il y a une dimension de pari qu'on a, je pense, nous, particulièrement les États-Unis, puisqu'ils traitent directement avec les Émiratis, mais qui n'apparaît jamais comme étant un pari explicitement fait par les Émiratis pour se dire, les militants islamistes non frères musulmans, on les intègre dans notre effort, et on voit ce que ça génère. Juste pour répondre très précisément à la question sur Hodeïda, donc Hodeïda est le port principal sur la mer Rouge, qui a été donc capturé, pourrait-on dire, conquis par les houthis au début de la guerre. Je dis conquis parce que la population de Hodeïda, la population dans la Tiama, se caractérise par une identité sunnite et donc un lien, on pourrait dire, naturellement ténu avec les houthis. Et donc, du point de vue des populations locales, on peut estimer qu'il y a une forme de présence exogène des houthis. À un moment, et entre les années 2016-2017, il y a eu un affaiblissement des positions houthiste et la prévision d'une attaque de la coalition sur la ville de Hodeïda. Cette attaque aurait coupé les régions houtistes d'une source d'approvisionnement importante et généré
une crise humanitaire encore plus importante. Tant et si bien que le monde des ONG, la communauté internationale, s'est inquiété pour cette situation-là, à juste titre. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de questions humanitaires, mais j'entendais les responsables d'ONG dire « ça va être catastrophique parce que il y aura une rupture d'approvisionnement et les populations dans les zones autistes se trouveraient réellement en danger ». Et donc, il y a eu une pression pour ne pas mener l'offensive qui aurait permis de reprendre la ville de Hodeida aux autistes, qui a donné lieu à un accord de paix qui a été signé, qu'on a appelé l'accord de Stockholm, qui était extrêmement partiel, donc en 2018, aboutissant donc à une situation de stabilisation du front et le maintien de la présence autiste à Hodeida. Les spécialistes dans les ONG acceptent de considérer que cette situation, l'interruption de l'offensive, a été très largement bénéfique aux autistes, notamment parce que les autistes ont mis en place aussi un système de taxation et de corruption qui leur permet de se servir sur l'aide humanitaire. Mais c'était, je dirais, un mal nécessaire si on voulait sauver la vie des Yéménites. Et donc Hodeida, depuis cette époque-là, continue à être contrôlé par les autistes et ils sont confrontés à aucune forme sérieuse d'opposition venant de la population locale. Ils ont évidemment réussi à asseoir leur domination par le biais d'une répression. Mais voilà, on manque aussi de données très concrètes sur la façon dont ça se passe localement pour comprendre pourquoi, alors même qu'ils sont d'une certaine manière des étrangers pour partie, eh bien, il n'y a pas une forme de soulèvement qui permettrait aussi de faire sauter ce verrou-là, parce que eh bien, c'est depuis la base de Hodeida que les autistes arrivent à avoir cette capacité de projection, cette capacité de nuisance en mer Rouge. Concernant le soutien, je dirais, des populations à l'intérieur de la péninsule arabique face aux autistes, face à l'initiative, à l'offensive menée par les autistes en mer Rouge, il y a une dimension qui est un peu fantasmée, c'est-à-dire qu'il est entendu que ni les Saoudiens, ni les Émiratis, ni les Omanais n'ont une sympathie profonde pour les autistes en tant que mouvement. Simplement, pour cette initiative, il y a une forme de dimension presque romantique, en fait, de se disant, bah, ce sont des héros, un peu comme, du reste, comme avec le Hamas, hein, en dépit du rejet d'une frange significative des populations de la région pour les frères musulmans, et c'est le cas particulièrement au Yémen. Si vous faisiez un sondage, qui est-ce que vous soutenez en Palestine, vous auriez probablement 90, 95, 99% des gens qui soutiendraient le Hamas. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Et de façon tout à fait intéressante, dans le restant de la péninsule arabique, on a un mouvement qui est extrêmement suivi de boycott d'un certain nombre d'entreprises américaines. J'étais à Mascate il y a quelques semaines. Les cafés Starbucks, les McDonald's étaient absolument vides, tant et si bien qu'il y en avait même qui étaient fermés parce que ça valait plus la peine. Quand on connaît l'appétence dans ces pays-là pour ce genre de café, ce genre de fast-food, etc., eh bien, on voit que là, il y a un engagement. Alors, on peut l'estimer purement symbolique, risible peut-être, mais en tout cas, il montre combien eh bien, les gens prennent au sérieux cette question-là. Et il est absolument nécessaire d'être aussi attentif à cette dimension de soutien qui s'alimente très directement grâce du fait des images qui chaque jour apparaissent sur les écrans, que ce soit Al Jazeera, mais de façon générale sur les réseaux sociaux, face à le haut niveau de crimes commis à Gaza. Face auquel, je dirais, la violence qui est mobilisée par les autistes
apparaît comme étant presque sympathique, dans le sens où il n'y a pas eu de victimes. Il y a un navire qui a été arraisonné. Il y a des otages, des prisonniers, peu importe comment on va les désigner. Mais en tout cas, pas de mort. Et quand on regarde, quand on a en tête les images et l'ampleur du massacre à Gaza, eh bien, ça apparaît comme étant presque une bonne carte qui est jouée. On va repasser à la salle. Il y en a 3. Bah, allez-y, vous êtes le plus près du micro. C'est l'avantage. Vis-à-vis des Houthis, est-ce qu'il y a toujours chez eux une référence vis-à-vis de la République arabe du Yémen et de l'intervention de Nasser, justement, qui avait envoyé un corps expéditionnaire au Yémen et qui luttait déjà à l'époque contre l'Arabie saoudite? Ok, deuxième question. On va prendre une dernière salle parce qu'il est... Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais compte tenu de sa position géographique, est-ce que le sultanat d'Oman a un rôle important là-dedans? Ah, ça c'est important. Encore une question? Oui, je ne vais pas poser ma question parce qu'elle est trop longue. Je vais apporter un élément de réponse sur une question que vous vous posiez, c'est-à-dire l'étonnement devant le rapport au drapeau du Sud Yémen. J'ai fait mes premiers reportages au Yémen en 72, 73, 74 pour Politique Hebdo et le Diplo. Et cet attachement au drapeau, je pense, n'est pas un attachement au socialisme scientifique de l'époque. C'est pas un attachement non plus aux bains de sang qui ont divisé les gens qui le portaient. C'est un attachement, je crois, au fait qu'à une certaine relation qu'avait l'État à des biens comme la santé, l'éducation, le logement, le partage de la terre et une certaine intégrité dans le dénuement. Et au-dessus de tout, un certain rapport à l'État. Et donc une certaine relativisation du tribalisme par rapport au Nord-Yémen. Et je crois que ce drapeau est un drapeau de rapport à l'État avant tout. Je vous remercie. Je vais te laisser répondre parce qu'il nous reste 5 minutes, 7 minutes. Alors, vas-y. Non, je ne sais pas si j'arriverai à tenir. Mais si, vas-y, prends ton temps. Le contrat, déjà, pour abonder dans votre sens, c'est effectivement un enjeu important qui s'est nourri de la corruption de l'État au nord. Ça ne veut pas dire que l'État du sud n'était pas corrompu. Et vous avez parlé des bains de sang, notamment en 1986, qui ont discrédité une partie des élites, mais il y a toujours cette référence qu'au moins on avait un État et que l'État arrivait à fournir un certain nombre de services qui aujourd'hui sont largement en crise. L'autre question concerne finalement le souvenir de l'Arabie, du lien avec la République arabe yéménite. Non, cette référence en tant que telle, par les houthiste, elle est d'une certaine manière honnie. Et de façon intéressante, il y a eu un retournement. C'est-à-dire que en 1962, donc vous avez la Révolution qui, grosso modo, met sur la touche les grands-parents des houtistes, donc les Hachémites qui, à l'époque, dirigeaient le Yémen. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mise à mal des Hachémites, elle se fait en s'appuyant sur l'Égypte nassérienne, qui impose, qui soutient le régime républicain, alors que, ironie de l'histoire, les grands-parents des houthistes sont soutenus par l'Arabie saoudite. Et donc on avait là la dimension même dont on évoque parfois en disant « Ah bah oui, la politique étrangère saoudienne, elle était fondée sur le wahhabisme. Or là, il y a eu le soutien d'un mouvement et d'une monarchie zaïdite
qui avait bien peu à voir avec le wahhabisme d'une certaine façon. Et donc, pour terminer sur la question d'Oman, le sultanat d'Oman, alors qui effectivement a une proximité avec le Yémen parce qu'il y a une frontière commune, mais cette frontière, elle est séparée, je dirais, alors ça serait détestable de le dire sans nuance, mais elle est séparée du Yémen utile par une zone désertique, ou au moins du Yémen qui est peuplé. Et y compris le cœur de l'État omanais est lui-même séparé de la frontière yéménite par une grande zone désertique. Tant et si bien que de Sanaa à Mascate, vous avez environ 1700 km de zones qui sont très peu peuplées. Donc cette proximité, elle joue en vérité pas tant que ça, si ce n'est dans la crainte des Omanais de voir finalement les Saoudiens prendre pleinement pied au Yémen. Et donc il y a eu toute une volonté en fait des Omanais d'une certaine manière nuancer l'aventurisme saoudien. Et ils l'ont fait d'autant plus qu'ils ont pu s'appuyer sur une tradition particulière de la diplomatie omanaise qui est fondée sur une forme de neutralité. Alors, pendant tout un temps, et les Saoudiens et les Émiratis étaient agacés par cette neutralité omanaise, y compris en contexte yéménite, à l'échelle de la péninsule arabique. En 2015, quand les Saoudiens mettent en place la coalition qui intervient militairement au Yémen, les Omanais sont les seuls qui refusent d'y participer. Les Qataris, initialement, en sont membres, et donc ça a agacé. Simplement, cet agacement, au moment où les Saoudiens ont cherché à s'extraire du bourbier yéménite, est devenu une forme d'atout. Et donc, les négociations qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir lieu entre l'Arabie saoudite et les Houthis ont largement eu lieu en Oman. Et cette capacité d'apparaître comme un facilitateur est quelque chose qui est énormément valorisé. Et on le voit, y compris aujourd'hui plus largement, pour ce qui concerne le Qatar. C'est-à-dire que le Qatar agaçait tout le monde, mais au début, quand il s'est agi d'aller négocier avec le Hamas, finalement, cette situation, alors on pourrait dire de neutralité ou cette proximité qu'il y avait avec le Hamas, devenait tout à coup utile. Et on perçoit bien comment, en contexte de conflit, on a toujours besoin d'avoir ce genre de positionnement politique. Bien, écoutez, il n'y a plus qu'à remercier Laurent pour toutes ces explications passionnantes. Merci Laurent.